Imaginez un vaste continent s'étendant des étendues glacées du nord aux forêts tropicales brûlantes du sud. Un continent qui s'est développé au fil des millénaires, à sa manière unique, donnant naissance à des civilisations étonnantes dont les exploits dépassent l'imagination. Mais que savons-nous réellement de ces terres et de leurs habitants avant leur rencontre avec des extraterrestres venus d'outre-mer ? Comment vivaient-ils? Quelles connaissances ont-ils acquises? Quelles villes ont-ils bâties? Plongeons dans cette époque énigmatique pour lever le voile sur le secret qui entoure l'Amérique précolombienne. Ce monde, si lointain et pourtant si proche, fut habité par de nombreux peuples, chacun ayant laissé sa propre empreinte sur l'histoire. Nous embarquerons pour un voyage à travers les siècles, afin de retracer leur parcours, comprendre leur culture et apprécier leur héritage. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est l'occasion de voir comment le génie humain, même isolé, est capable de créer des sociétés complexes, de développer la science et l'art, de construire des structures magnifiques et de trouver l'harmonie avec la nature. Notre récit débutera au tout début, avec les premiers pas des humains sur cette terre. Comment sont-ils arrivés? Quand sont-ils arrivés? Et quelles traces ont-ils laissées derrière eux? Nous explorerons des sites anciens, étudierons des outils de pierre et nous pencherons sur la vie des premiers habitants qui ont exploré avec audace de nouveaux territoires. Cette période, appelée Paléo-Indien, était celle des chasseurs-cueilleurs, un peuple dont la vie dépendait de sa connaissance de la nature et de sa capacité à survivre dans des conditions difficiles. Nous verrons ensuite comment les modes de vie ont progressivement évolué. Des tribus nomades aux établissements sédentaires, de la cueillette à l'agriculture. L'avènement de cultures comme le maïs, les haricots et les courges a constitué une véritable révolution, permettant aux populations de construire des habitations permanentes, de développer leur artisanat et de créer les premières communautés. Cette transition a posé les bases de l'émergence de sociétés plus complexes et finalement de la naissance de grandes civilisations. L'un des exemples les plus frappants de cet essor fut la Mésoamérique, berceau de cultures telles que celle des Olmèques. On les appelle souvent la mère des civilisations de cette région, et à juste titre. Les Olmèques ont laissé derrière eux des têtes de pierre colossales, des croyances religieuses complexes et peut-être les premiers rudiments d'écriture et de calendrier. Leur influence s'est étendue bien au-delà de leur terre, jetant les bases des cultures futures. La grande réussite suivante de la Mésoamérique fut celle des Mayas. Leurs cités-États, comme Tikal et Palenque, sont remarquables par leur architecture et leur ingénierie. Les Mayas développèrent un système complexe d'écriture hiéroglyphique et apportèrent d'importantes contributions à l'astronomie et aux mathématiques, créant un calendrier d'une précision remarquable. Nous en apprenons davantage sur leur structure sociale, leurs croyances et les raisons du déclin de leur grande cité. Au cœur du Mexique, le puissant empire aztèque prospérait. Leur capitale, Tenochtitlan, construite sur une île au milieu d'un lac, était l'une des plus grandes et des plus impressionnantes cités de son époque. Nous explorerons l'organisation de leur État, leur religion complexe, riche de nombreux dieux et rituels, leur art militaire et la vie quotidienne des Aztèques. Comprendre leur culture nous aidera à saisir l'ampleur de leurs conquêtes et leur destin ultérieur. Notre voyage se poursuit vers le sud, dans les Andes, berceau de civilisations uniques. Les cultures Nazca et Chavine, qui ont laissé derrière elles des géoglyphes énigmatiques et des temples majestueux, nous témoigneront des premières avancées artistiques, architecturales et religieuses. Ces peuples anciens font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation aux conditions difficiles de la montagne et créent des œuvres qui suscitent encore aujourd'hui l'admiration.
L'apogée de la civilisation andine fut l'empire Inca, connu sous le nom de Tawantinsuyu, ou Terre des quatre coins. Les Incas créèrent un vaste empire qui s'étendait sur toute la côte sud-américaine. Nous découvrons l'organisation impeccable de leur État, leur célèbre réseau routier reliant les recoins les plus reculés de l'Empire, leur ingénieux système d'agriculture en terrasse permettant de cultiver des aliments en montagne et leur stricte hiérarchie sociale. Leur capitale, Cusco, était le cœur de ce puissant empire. Déplaçons-nous vers le nord, en Amérique du Nord, où la diversité des paysages a donné naissance à une multitude de cultures distinctes. Nous commencerons par les cultures archaïques, qui ont existé bien avant l'essor des grandes civilisations, et retracerons leur développement sur le territoire des États-Unis et du Canada actuel. Nous accorderons une attention particulière aux cultures mississippiennes et Pueblo. La culture mississippienne, centrée à Cahokia, est connue pour ses imposants tumulus qui servaient de temples et de tombeaux. Les agriculteurs du désert, tels que les Hohokam, les Mogolons et les Anasazi, ont créé des villes remarquables et des systèmes d'irrigation complexes dans des régions arides. Nous étudierons leurs villes, leur organisation sociale et les vastes réseaux commerciaux qui les reliaient aux autres régions. Les cultures de chasseurs-pêcheurs se sont développées dans les vastes grandes plaines et dans le nord-ouest. Leur mode de vie était étroitement lié à l'environnement, notamment aux bisons qui leur fournissaient nourriture, vêtements et matériaux pour s'abriter. Nous découvrirons leur culture unique et leurs adaptations à la vie en plein air. Enfin, nous nous intéresserons aux peuples autochtones de la côte pacifique. Leurs richesses naturelles, notamment marines, ont permis à ces peuples de développer des sociétés complexes dotées d'une culture et d'un art riches. Nous explorerons la diversité de leur culture, leur profonde compréhension de l'océan et leurs structures sociales uniques. En conclusion, nous résumerons notre parcours. Nous passerons en revue les réalisations remarquables des peuples amérindiens, leurs contributions à l'histoire du monde, leur savoir, leur art et leur philosophie. Cet héritage perdure et nous inspire aujourd'hui. Ayant saisi l'ampleur et la complexité de ce monde, nous serons prêts pour la prochaine étape décisive, l'arrivée des Européens qui changera à jamais le destin de ce continent. Bienvenue dans notre voyage à travers l'histoire américaine. Aujourd'hui, nous remontons le temps pour découvrir comment ce continent mystérieux, peuplé de terres inexplorées et de cultures fascinantes, a été colonisé par les premiers humains. C'est l'histoire d'une migration, d'une survie et des premiers pas qui ont donné naissance à la grande diversité des peuples qui ont peuplé les Amériques bien avant l'arrivée des Européens. Imaginez un monde vaste et peu exploré, s'étendant des étendues glacées du nord aux tropiques brûlants du sud. Il y a des millions d'années, ce continent abritait des animaux sauvages, des forêts majestueuses et des plaines infinies, mais aucun humain n'y avait jamais posé le pied. Comment les premiers humains sont-ils arrivés ici ? Cette question a longtemps intrigué les scientifiques et aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec certitude qu'ils sont venus d'Asie. La théorie dominante, soutenue par la plupart des archéologues et généticiens, est que le peuplement des Amériques a débuté pendant la dernière période glaciaire. Entre 20 000 et 15 000 avant notre ère environ, alors que le niveau de la mer était nettement plus bas qu'aujourd'hui, un pont terrestre existait entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Il s'appelait Béringie et traversait ce qui est aujourd'hui le détroit de Bérin. C'est par ce pont que les hommes, probablement en petits groupes, voyageaient, poursuivant des troupeaux ou cherchant de nouveaux territoires de chasse. Ces premiers colons
étaient des chasseurs-cueilleurs. Leur vie dépendait entièrement de la nature. Ils suivaient les animaux migrateurs tels que les mammouths, les bisons et les chevaux qui peuplaient alors les vastes étendues d'Amérique du Nord. Ils vivaient en petits groupes mobiles, peut-être composés de quelques familles seulement. Leurs habitations étaient probablement simples, faites de peaux d'animaux et de branches, faciles à construire et à transporter. Les découvertes archéologiques fournissent des informations précieuses sur ces peuples anciens. La culture Clovis est l'un des complexes les plus célèbres de l'industrie lithique primitive. Vers 13 500 avant Jésus, durant la période dite paléo-indienne, les créateurs de cette culture produisaient des pointes de lance en pierre caractéristiques. Elles étaient pointues et dotées de rainures caractéristiques à la base, permettant une fixation solide aux manches. Ces pointes de lance, retrouvées en de nombreux endroits en Amérique du Nord, indiquent que ces premiers chasseurs étaient des artisans et des cueilleurs expérimentés. La vie à cette époque était difficile. Les hommes étaient constamment confrontés à des conditions environnementales difficiles, à la nécessité de trouver de la nourriture et de se protéger des prédateurs. Mais ils faisaient preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Ils apprirent à utiliser diverses plantes, à trouver de l'eau et à construire des abris. Leurs outils, outre les fers de lance, comprenaient des grattoirs en pierre pour le traitement des peaux, des couteaux pour dépecer le gibier et divers instruments pour le traitement des matières végétales. Progressivement, suivant les traces des animaux et explorant de nouveaux territoires, ces premiers habitants des Amériques commencèrent à se répandre sur le continent. Ils conquérirent les vastes étendues de l'Amérique du Nord, se déplaçant vers le sud. Des fouilles archéologiques montrent que dès 12 000 avant Jésus-Christ, des populations vivaient dans des régions aussi reculées que la Patagonie, au sud de l'Amérique du Sud. Cela témoigne de l'incroyable rapidité et de l'efficacité de leur migration. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais plutôt d'un long processus s'étalant sur plusieurs millénaires. Différents groupes humains ont pu traverser la Béringie à différentes époques, apportant avec eux leurs compétences et leurs connaissances uniques. Ces premières cultures, tout en partageant des traits communs, ont progressivement évolué dans des directions différentes, s'adaptant aux conditions naturelles variées de chaque région. À mesure que la période glaciaire s'éloignait, le climat du continent changea. La vie animale connut également des changements, certaines espèces s'éteignant tandis que d'autres s'adaptaient. Les humains, quant à eux, continuèrent de développer leur technologie et leur stratégie de survie. C'est à cette époque que se posèrent les fondements des civilisations futures. L'étape suivante, non moins importante dans l'histoire du peuplement de l'Amérique, est le début de l'agriculture. Il y a environ 10 000 ans, durant la période que les archéologues appellent l'Holocène, les hommes commencèrent à expérimenter sur les plantes. Ils remarquèrent que les graines tombées au sol donnaient naissance à de nouvelles formes de vie. Ce fut le début du long et laborieux processus de domestication des plantes sauvages. Parmi les premières et plus importantes cultures à être domestiquées figuraient le maïs, les haricots et les courges. Ces cultures, surnommées les Trois Sœurs, devinrent l'aliment de base de nombreux peuples des Amériques. Le maïs, avec son rendement élevé et sa valeur nutritionnelle, constitua une véritable avancée. Il permit aux populations de générer des excédents alimentaires, ce qui facilita la transition vers un mode de vie sédentaire. Lorsque les hommes apprirent à cultiver les plantes, ils n'eurent plus besoin de se déplacer constamment à la recherche de nourriture. Ils commencèrent à construire des colonies permanentes où ils pouvaient vivre toute l'année. Cela marqua un tournant dans l'histoire humaine du continent américain.
l'avènement de l'agriculture entraîna une croissance démographique, le développement de l'artisanat, l'émergence de structures sociales plus complexes et finalement la formation des premières civilisations. Ainsi, les premiers pas sur le continent américain furent ceux des ancêtres des peuples autochtones modernes venus d'Asie. Ces chasseurs-cueilleurs intrépides, après avoir parcouru des milliers de kilomètres, conquèrent de nouvelles terres. Leur histoire est celle de la résilience, de l'adaptabilité et de la façon dont l'humanité, suivant la nature, commença progressivement à transformer le monde qui nous entoure, posant les bases de futures grandes cultures. Imaginez un vaste continent, encore vierge de toute présence européenne, un monde rempli de secrets et de chemins inexplorés. C'est dans ce monde mystérieux que nous allons aujourd'hui explorer pour découvrir l'histoire des premiers peuples qui ont colonisé ces terres. Notre mission est de plonger dans le passé, de comprendre comment ces premiers pas ont façonné le cours de l'histoire et d'ouvrir la voie aux grandes civilisations qui prospéreront sur ce continent. Notre récit commence aux temps les plus reculés, lorsque les premiers peuples d'Asie ont posé le pied sur une nouvelle terre. Ce fut un voyage semé d'embûches et de découvertes qui a marqué le début de l'histoire du continent américain. Les découvertes archéologiques, telles les pages d'un livre ancien, nous renseignent sur les théories de la colonisation et sur la façon dont ces audacieux migrants ont franchi des distances qui nous semblent aujourd'hui presque inimaginables. La chronologie de l'arrivée des premiers peuples est une mosaïque formée d'outils de pierre, de vestiges d'anciennes implantations et de traces laissées sur de vastes étendues. Nous voici donc entrés dans la période paléo-indienne. C'était une époque de chasseurs-cueilleurs, un peuple dont la vie était inextricablement liée à la nature. C'étaient des artisans qualifiés, fabriquant d'étonnants outils en pierre. L'un des complexes archéologiques les plus célèbres de cette période est la culture Clovis. Les artefacts découverts sur les sites Clovis témoignent d'un haut niveau d'organisation et d'artisanat. Les pointes de lance pointues en silex étaient des outils parfaits pour la chasse au gros gibier. Les paléo-indiens menaient un mode de vie nomade. Ils suivaient des troupeaux d'animaux, se déplaçant à travers le continent à la recherche de nourriture et de ressources. Leurs installations étaient temporaires, constituées de simples abris facilement démontables et transportables. Leur dispersion à travers le continent fut progressive, couvrant de vastes territoires, des étendues glacées du nord aux terres chaudes du sud. Ces peuples étaient de véritables explorateurs, explorant de nouveaux paysages et s'adaptant à des conditions environnementales diverses. Puis vint une époque de changement, une époque où l'humanité franchit une nouvelle étape révolutionnaire, les débuts de l'agriculture. Cette transition de la chasse et de la cueillette à la culture des plantes devint l'un des événements les plus marquants de l'histoire humaine. Les hommes commencèrent à expérimenter avec des graines, observant comment de nouvelles plantes en naissaient. Ceci marqua le début du long et laborieux processus de domestication des plantes sauvages. Parmi les premières et plus importantes cultures à être domestiquées figuraient le maïs, les haricots et les courges. Ces cultures, surnommées les Trois Sœurs, devinrent l'aliment de base de nombreux peuples des Amériques. Le maïs, avec son rendement élevé et sa valeur nutritionnelle, constitua une véritable avancée. Il permit aux populations de générer des excédents alimentaires, ce qui facilita la transition vers un mode de vie sédentaire. Lorsque les hommes apprirent à cultiver les plantes, ils n'eurent plus besoin de se déplacer constamment à la recherche de nourriture. Ils commencèrent à construire des colonies permanentes, où ils pouvaient vivre toute l'année. Cela marqua un tournant dans l'histoire humaine du continent américain.
l'avènement de l'agriculture entraîna une croissance démographique, le développement de l'artisanat, l'émergence de structures sociales plus complexes et finalement la formation des premières civilisations. Ainsi, les premiers pas sur le continent américain furent ceux des ancêtres des peuples autochtones modernes, venus d'Asie. Ces chasseurs-cueilleurs intrépides, après avoir parcouru des milliers de kilomètres, conquirent de nouvelles terres. Leur histoire est celle de la résilience, de l'adaptabilité et de la façon dont l'humanité, suivant la nature, commença progressivement à transformer le monde qui nous entoure, posant les bases de futures grandes cultures. Nous allons maintenant nous rendre dans la région qui devint le berceau de l'une des civilisations les plus dynamiques et énigmatiques de l'Amérique précolombienne, la Mésoamérique. C'est une terre où la culture est née et s'est épanouie, laissant derrière elle des monuments majestueux et un savoir profond. Les Olmèques furent les premiers à poser les bases de cette grande culture. On les appelle souvent la mère des civilisations mésoaméricaines, et à juste titre. Vers 1500 avant Jésus, sur la côte du golfe du Mexique, les Olmèques commencèrent à bâtir leurs cités remarquables et à développer des traditions uniques. Leur influence s'étendit bien au-delà de leur territoire, façonnant les croyances culturelles et religieuses des peuples voisins. Les Olmèques nous ont laissé un héritage artistique exceptionnel. Leurs sculptures en pierre, notamment leurs têtes gigantesques taillées dans le basalte, captivent encore l'imagination. Ces statues massives, atteignant plusieurs mètres de haut et pesant des dizaines de tonnes, témoignent de leur force et de leur organisation du travail exceptionnelle. L'art olmèque représentait souvent des créatures mythologiques, mi-humaines, mi-jaguars, témoignant de profondes croyances religieuses. L'une des réalisations les plus importantes des Olmèques fut le développement d'un système de calendrier, et peut-être même des formes d'écriture les plus simples. Ils élaboraient un calendrier complexe qui servit de base aux systèmes calendaires mésoaméricains ultérieurs. Les croyances religieuses olmèques étaient étroitement liées à la nature, les divinités personnifiant la fertilité, la pluie et le soleil. Ils bâtirent de magnifiques centres cérémoniels tels que San Lorenzo et la Venta, qui servaient de lieux de culte et de vie sociale. Après les Olmèques, l'une des civilisations les plus célèbres du monde antique prospéra sur cette même terre fertile, les Mayas. Leur apogée s'étendit approximativement de 250 à 950 après J.C. Les Mayas créèrent de nombreuses cités-États indépendantes, chacune dotée de son propre souverain et d'une histoire unique. Ces cités, telles que Tikal, Palenque et Copan, étaient des centres de la vie politique, économique et culturelle. Les Mayas ont atteint des sommets dans le développement de l'écriture. Leur écriture hiéroglyphique, l'une des plus complexes et des plus développées de l'Amérique précolombienne, leur a permis de consigner l'histoire, les mythes, les observations astronomiques et les textes religieux. C'étaient d'éminents astronomes, créant des calendriers précis et prédisant les éclipses et les mouvements planétaires. Leurs connaissances mathématiques étaient également impressionnantes. Ils ont développé indépendamment le concept du zéro. L'architecture maya est saisissante par sa monumentalité et son élégance. Pyramides, temples et palais, ornés de sculptures et de fresques complexes, dominaient la jungle, témoignant de la richesse et de la puissance des cités-États. La structure sociale maya était hiérarchique, avec une élite dirigeante, des prêtres, des guerriers, des artisans et des agriculteurs. Cependant, malgré toutes ces réalisations, la civilisation maya a connu une période de déclin.
Les causes de ce déclin font encore l'objet de débats parmi les spécialistes, mais elles incluent probablement des problèmes environnementaux, des guerres entre cités-États et des troubles sociaux. Tandis que les Mayas se développaient au sud, un autre puissant empire émergeait au cœur du Mexique, l'empire aztèque. Les Aztèques, ou Mexica, comme ils se nommaient eux-mêmes, arrivèrent dans la vallée de Mexico au début du XIVe siècle et s'imposèrent progressivement sur les autres tribus. Leur capitale, Tenochtitlan, construite sur une île du lac Texcoco, devint l'une des cités les plus vastes et les plus impressionnantes de son époque. L'Empire aztèque était un État bien organisé, doté d'un système administratif développé. L'habileté militaire jouait un rôle clé dans leur société. Les Aztèques étaient d'habiles guerriers, dont l'expansion leur permit de créer un vaste empire. La religion aztèque était complexe et souvent brutale, avec de nombreuses divinités et rituels, dont des sacrifices humains, considérés comme nécessaires au maintien de l'ordre dans l'univers. La vie quotidienne des Aztèques était imprégnée de travail et de tradition. Agriculteurs qualifiés, ils utilisaient un système unique de jardins flottants, les chinampas, pour cultiver leurs aliments. Le commerce était florissant et le marché de Tenochtitlan était l'un des plus fréquentés au monde. Cependant, malgré sa puissance, l'Empire aztèque était condamné. Au début du XVIe siècle, avec l'arrivée des conquistadors espagnols menés par Hernán Cortés, l'Empire fut conquis, mettant fin tragiquement à l'une des plus grandes civilisations des Amériques. Notre voyage se dirige maintenant vers le sud, dans les Andes, où des civilisations tout aussi impressionnantes se sont développées. Les premières cultures andines, comme les Nazca et les Chavins, ont posé les bases de futurs grands empires. La culture Nazca, qui s'est épanouie du 1er siècle avant Jésus au 8e siècle de notre ère environ sur la côte sud du Pérou, est surtout connue pour ses géoglyphes énigmatiques. Des images géantes d'animaux, de plantes et de formes géométriques gravées à la surface du désert. Ces lignes, visibles uniquement de très haut, continuent de susciter l'admiration et suscitent de nombreuses théories quant à leur utilité. Après avoir exploré les incroyables civilisations de Mésoamérique, notre récit aborde en douceur l'un des changements les plus fondamentaux de l'histoire humaine, l'avènement de l'agriculture. Cette transition de la cueillette à la sédentarité, qui s'est opérée indépendamment dans différentes régions des Amériques, est devenue la pierre angulaire du développement de toutes les civilisations ultérieures. Imaginez le monde tel qu'il était il y a des milliers d'années. Les hommes vivaient en petits groupes mobiles, constamment en déplacement à la recherche de nourriture. Leur survie dépendait de ce que la nature sauvage leur offrait, baies, racines, noix et animaux chassés. Ce mode de vie exigeait une connaissance approfondie de l'environnement, la capacité à traquer ses proies et à s'adapter rapidement aux conditions changeantes. Mais progressivement, il y a environ 10 000 ans, et peut-être même plus tôt, des peuples de diverses régions des Amériques ont commencé à observer un phénomène étonnant. Ils ont vu les graines qu'ils mangeaient tomber au sol, germer et produire de nouvelles plantes. Cette observation, qui a pu paraître anodine au premier abord, a marqué le début d'une grande transformation. Les populations ont alors commencé à expérimenter la collecte de graines et à les planter intentionnellement dans des endroits propices. L'une des plantes les plus importantes domestiquées en Amérique était le maïs. Son ancêtre sauvage, le théocinthe, était très différent du maïs que nous connaissons aujourd'hui. Mais grâce à des millénaires de sélection et de culture, les humains ont pu développer une plante produisant de grands épis aux nombreux grains, ce qui en fait une précieuse source alimentaire.
Selon les scientifiques, cette évolution s'est produite dans la vallée du fleuve Balsas, dans l'actuel Mexique, il y a environ 8 à 10 000 ans. Avec le maïs, les haricots et les citrouilles jouaient un rôle important dans l'alimentation des premiers agriculteurs. Riches en protéines, les haricots complétaient parfaitement les glucides du maïs, créant ainsi une alimentation plus équilibrée. Outre leur valeur nutritionnelle, les citrouilles étaient précieuses pour leurs graines, dont on extrayait l'huile, et leur peau qui pouvait servir de récipient. Ces trois cultures, maïs, haricots et citrouilles, sont devenues l'aliment de base de nombreux peuples de l'Amérique précolombienne et sont souvent surnommés les trois sœurs en raison de leur complémentarité. La transition vers l'agriculture ne s'est pas faite instantanément. Ce fut un processus long et progressif qui a transformé tous les aspects de la vie des populations. Lorsqu'il est devenu possible de cultiver suffisamment de nourriture au même endroit, la nécessité de se déplacer constamment a disparu. Les populations ont commencé à se sédentariser. Les premières implantations permanentes ont émergé, puis se sont développées au fil du temps. La vie dans les villages sédentaires différait de celle des nomades. Les gens disposaient désormais de plus de temps pour des activités autres que la lutte quotidienne pour la survie. Ils pouvaient s'adonner à l'artisanat, créer des outils plus complexes et construire des habitations plus durables. Cela a également entraîné une augmentation de la population. Les enfants étaient mieux protégés et les mères pouvaient leur consacrer davantage d'attention, ce qui a contribué à la croissance des communautés. L'avènement de l'agriculture a également eu un impact sur la structure sociale. Les petits groupes de chasseurs-cueilleurs étaient généralement exempts d'inégalités sociales marquées. Mais avec le développement de l'agriculture et l'accumulation des excédents alimentaires, des différences de statut et de richesse ont commencé à apparaître. Ceux qui produisaient davantage ont acquis une plus grande influence. Cela a ouvert la voie à la formation de sociétés plus complexes et, à terme, de civilisations. Imaginez un peuplement ancien. Il pouvait s'agir de petits groupes de maisons construites avec les matériaux disponibles, argile, pierre, bois, selon le terrain. Les habitants cultivaient la terre, cultivaient et récoltaient. La vie était étroitement liée au cycle naturel, saison des pluies et des sécheresses, période des semailles et des récoltes. Outre la domestication des plantes, la domestication des animaux s'est également produite durant cette période. En Amérique, contrairement à l'Ancien Monde, il n'y avait pas de grands animaux domestiques, tels que les vaches, les chevaux ou les moutons. Cependant, les populations ont domestiqué les dindes, qui sont devenues une source importante de viande et d'œufs. Les chiens ont également été domestiqués, servant de compagnons et d'aides à la chasse. Dans les Andes, les lamas et les alpagas ont joué un rôle important, étant utilisés pour le transport et la production de laine. Cette transition vers l'agriculture, commencée il y a des milliers d'années, fut une révolution silencieuse. Elle ne s'accompagna ni du tonnerre des batailles, ni de la splendeur des conquêtes, mais ses conséquences furent véritablement monumentales. Elle posa les bases de tout ce qui suivit, la construction de villes, le développement des arts et des sciences, la création de grands empires. Ce processus lent mais constant transforma à jamais le visage de l'Amérique. Maintenant que l'agriculture était devenue la base de la vie, les peuples étaient prêts pour de nouvelles découvertes et de nouvelles réalisations qui les mèneraient à l'essor de grandes civilisations. C'est cette transition vers la sédentarisation et l'agriculture, amorcée il y a des milliers d'années, qui a ouvert la voie à la formation de sociétés plus complexes.
Disposant d'une source alimentaire fiable, les populations ont pu consacrer davantage de temps non seulement à la survie, mais aussi au développement. Cela a conduit à l'émergence d'un artisanat spécialisé, aux échanges et finalement à l'émergence des premières véritables civilisations. Nous sommes ainsi transportés dans la région connue comme le berceau des civilisations américaines, la Mésoamérique. Ce territoire englobe le Mexique actuel et une partie de l'Amérique centrale. C'est ici, vers 2500 avant Jésus, qu'émergea l'une des cultures les plus énigmatiques et influentes du monde antique, les Olmèques. On les appelle souvent la mère des civilisations, car nombre des idées culturelles et religieuses issues des Olmèques furent ensuite adoptées et développées par d'autres peuples mésoaméricains, comme les Mayas et les Aztèques. La civilisation olmèque prospéra le long de la côte du Golfe, dans les vallées des fleuves Papaloapan et Tonala. Ses centres étaient des villes comme San Lorenzo, La Venta et Tres Zapotes. Ces cités n'étaient pas de simples agglomérations, mais des centres cérémoniels et administratifs complexes. Imaginez les premiers établissements olmèques. Peut-être s'agissait-il de groupes de maisons en adobe entourés de champs de maïs, de haricots et de courges. Ici, comme ailleurs, la vie était rythmée par la nature, mais des signes d'un mode de vie plus organisé apparaissaient déjà. Qu'est-ce qui distinguait les Olmèques? D'abord et avant tout, leur art unique. Ils sont connus pour leurs têtes monumentales en pierre, atteignant plusieurs mètres de haut et pesant des dizaines de tonnes. Sculptées dans le basalte, ces têtes représentaient vraisemblablement des souverains ou des ancêtres importants. Leurs traits faciaux, nez large, lèvres charnues et forme de crâne distinctive créent une image à la fois majestueuse et énigmatique. Ces têtes étaient transportées sur de longues distances, témoignant des capacités avancées des Olmèques en matière de transport et d'organisation. Outre des têtes géantes, les Olmèques créaient des objets exquis en jade, une pierre sacrée. Parmi eux figuraient des figurines humaines et animales, des bijoux et des couteaux rituels. Le jade était très prisé et sa transformation exigeait savoir-faire et patience. L'art olmèque était plus qu'une simple décoration, il était profondément lié à leurs croyances religieuses. La religion jouait un rôle central dans la vie des Olmèques. Ils vénéraient de nombreux dieux, dont beaucoup étaient associés à la nature. Un dieu de la pluie, un dieu du maïs et un dieu jaguar. Le jaguar était un animal totem particulièrement important, symbolisant la force et la puissance. Les représentations de jaguars sont fréquentes dans l'art olmèque, parfois associées à des traits humains, créant ainsi ce que l'on appelle des hommes-jaguars, des créatures possédant à la fois une nature humaine et une nature animale. Cela reflétait leur croyance en un lien entre le monde des humains et celui des esprits. Une réalisation majeure des Olmèques, qui a profondément marqué les civilisations ultérieures, fut l'élaboration d'un calendrier et, peut-être, les débuts de l'écriture. Bien que l'écriture olmèque n'ait pas été entièrement déchiffrée, des preuves attestent de l'utilisation de symboles pour consigner les dates et les événements. Leur système calendaire, fondé sur l'observation des mouvements des corps célestes, était d'une précision remarquable. L'un des plus anciens exemples connus de calendrier mésoaméricain, associé aux Olmèques, remonte aux alentours du 8e siècle avant notre ère. Cela témoigne d'une connaissance approfondie de l'astronomie et des mathématiques. La vie quotidienne des Olmèques était probablement centrée sur l'agriculture et les cérémonies religieuses. La majorité de la population était probablement composée d'agriculteurs vivant dans de petits villages autour de grands centres cérémoniels.
Ils cultivaient du maïs, des haricots, des courges, du piment et du cacao. Le cacao était d'ailleurs une boisson très prisée, consommée à des fins rituelles et servait peut-être de monnaie d'échange. D'après les vestiges archéologiques, la structure sociale olmèque était hiérarchique. Au sommet se trouvaient probablement les prêtres dirigeants, qui exerçaient le pouvoir religieux et politique. En dessous se trouvaient les artisans, les marchands et les agriculteurs. Le commerce jouait un rôle important, permettant l'échange de produits locaux contre des matériaux précieux tels que le jade, l'obsidienne et les coquillages, importés de loin. Le déclin de la civilisation olmèque, amorcé vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, demeure un sujet de recherche. Il pourrait être dû à des changements environnementaux, à l'épuisement des ressources ou à des conflits internes. Cependant, leur héritage fut profond. Les Olmèques ont posé les bases de la civilisation mésoaméricaine, transmettant à leurs descendants leurs connaissances en agriculture, astronomie, mathématiques, arts et religion. Ce sont ces graines, semées par les Olmèques, qui ont donné naissance aux magnifiques cultures que nous allons explorer ci-dessous. Nous poursuivons notre voyage à travers l'histoire de l'Amérique ancienne. Après avoir découvert l'héritage des Olmèques, dont les réalisations ont jeté les bases des grandes civilisations futures, nous sommes transportés au cœur de la Mésoamérique à la rencontre d'un peuple dont le nom est devenu synonyme de sagesse, d'art et de savoir mystérieux. Il s'agit des Mayas. Les Mayas ne formaient pas un empire unifié au sens moderne du terme. Leur civilisation était une fascinante communauté de cités-États indépendantes, chacune dotée de son propre dirigeant, de son administration et de ses caractéristiques uniques, mais unies par une culture, une langue et des croyances communes. Ces cités, telles que Tikal, Palenque, Copan et Calakmul, étaient de véritables joyaux de la Mésoamérique, répartis sur les territoires actuels du Mexique, du Guatemala, du Belize, du Honduras et du Salvador. L'apogée de cette civilisation se situe pendant la période dite classique, qui s'étendit d'environ 250 à 900 après Jésus. L'une des caractéristiques les plus marquantes de la civilisation maya était son art de l'écriture. Ils ont développé un système complexe de hiéroglyphes capable de transmettre non seulement des sons, mais aussi des concepts entiers. Ces écritures, gravées sur des stèles de pierre, des céramiques, des os et même du parchemin d'écorce d'arbres, révèlent encore aujourd'hui les secrets de leur vie, de leur histoire et de leur cosmogonie. Grâce à ces documents, nous en apprenons davantage sur les souverains, leurs dynasties, leurs campagnes militaires, leurs mariages et d'importants événements astronomiques. Le déchiffrement de ces hiéroglyphes fut un véritable triomphe de la science moderne, nous permettant d'entendre la voix de peuples ayant vécu il y a plus de 1000 ans. L'astronomie et les mathématiques occupaient une place particulière dans la vie des Mayas. Observateurs habiles des corps célestes, ils créaient des calendriers d'une précision incroyable. Leur système calendaire était l'un des plus complexes du monde antique, combinant plusieurs cycles. Le calendrier sacré Tzolk'in de 20 jours, le calendrier agricole Ahab de 360 jours et le compte long, qui leur permettait de suivre de vastes périodes de temps. Les Mayas maîtrisaient parfaitement les cycles du Soleil, de la Lune, de Vénus et des autres planètes. Leur connaissance astronomique leur permettait de prédire les éclipses et autres phénomènes célestes avec une précision étonnante. Cette profonde compréhension des rythmes célestes était étroitement liée à leurs croyances religieuses et à leur vie quotidienne. L'architecture maya est saisissante de grandeur et d'harmonie. Ils ont construit de majestueuses pyramides,
des temples, des palais, des observatoires et des terrains de jeux de bal. Ces structures, érigées sans roues, outils en fer ni animaux de trait, témoignent de leurs remarquables compétences en ingénierie et en organisation. Les pierres étaient taillées et disposées avec minutie, et de nombreux bâtiments étaient décorés de sculptures complexes et de fresques éclatantes. Les cités mayas étaient des centres non seulement de la vie religieuse et politique, mais aussi du commerce. Elles ont créé un vaste réseau routier reliant les différents villages et facilitant les échanges de marchandises. La structure sociale maya était hiérarchique. Au sommet se trouvait le dirigeant de la cité-État, considéré comme l'intermédiaire entre les mondes humains et divins. En dessous se trouvaient les prêtres, les aristocrates, les chefs militaires, les artisans, les marchands et, bien sûr, les agriculteurs, qui constituaient l'essentiel de la population. La vie des gens ordinaires était probablement centrée sur l'agriculture. Ils cultivaient le maïs, les haricots, les citrouilles, ainsi que le cacao, le piment et le coton. Les artisans créaient de magnifiques céramiques, des bijoux en or et en jade et tissaient des étoffes raffinées. Les jeux de bal étaient un élément important de leur culture, ayant une signification à la fois sportive et rituelle. Cependant, comme toute grande civilisation, les Mayas ont connu une période de déclin. Vers le IXe siècle de notre ère, de nombreuses grandes cités de la période classique ont été abandonnées. Les causes de ce déclin font encore l'objet de débats parmi les spécialistes. Parmi les facteurs possibles figurent le changement climatique, les sécheresses, l'épuisement des ressources naturelles, les troubles sociaux, les épidémies ou une combinaison de ces facteurs. Il est toutefois important de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un effondrement total, mais plutôt d'une transformation. La culture maya n'a pas disparu. Ses traditions, son savoir et ses langues ont perduré dans d'autres régions et parmi d'autres peuples, ouvrant la voie à de nouvelles périodes historiques. L'héritage des Mayas, leur sagesse et leur réalisation continuent de nous inspirer aujourd'hui. Au cœur même du Mexique, sur les îles du vaste lac Texcoco, se dressait une cité qui captivait l'imagination de ses contemporains et de ses descendants. Il s'agissait de Tenochtitlan, capitale du puissant empire aztèque. L'histoire de ce peuple, son ascension et son déclin, offrent un exemple remarquable de la manière dont la volonté et l'organisation humaine peuvent transformer le monde qui les entoure. Les Aztèques, ou Mexicas comme ils se nommaient eux-mêmes, arrivèrent dans la vallée de Mexico au XIIIe siècle. Selon leur légende, ils furent appelés par le dieu Huitzilopochtli pour fonder une nouvelle colonie. Là, ils aperçurent un aigle perché sur un cactus, dévorant un serpent. Ils découvrirent ce signe sur une petite île au milieu d'un lac, et c'est là, en 1325, que la ville de Tenochtitlan fut fondée. À l'origine, ce n'était qu'une modeste colonie, mais grâce à un travail acharné et à une ingénierie magistrale, les Aztèques la transformèrent en l'une des plus grandes cités de son époque. L'État aztèque était extrêmement complexe et efficace. À la tête se trouvait le chef suprême, ou Tlatoani, qui exerçait un pouvoir immense. Mais ses décisions étaient souvent discutées avec un conseil d'anciens et de chefs militaires. La société était divisée en classes. Au sommet se trouvait la noblesse, composée du souverain, de sa famille, des chefs militaires et des grands prêtres. En dessous se trouvaient les guerriers, les marchands, les artisans et les agriculteurs. Une place particulière était occupée par les pipiltins, hommes qui se distinguaient sur le champ de bataille ou au service de l'État, qui pouvaient recevoir des concessions de terre et même rejoindre la noblesse.
Il existait également une classe d'esclaves, mais leur situation était moins difficile que dans d'autres cultures et ils avaient souvent la possibilité d'acheter leur liberté. La religion jouait un rôle central dans la vie des Aztèques. Leur panthéon comprenait de nombreux dieux, chacun responsable d'aspects spécifiques de la vie et de la nature. Les divinités principales étaient Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre, et Quetzalcoatl, le serpent à plumes associé à la sagesse, au vent et à la fertilité. Les Aztèques croyaient que le monde était en lutte constante entre les forces de la lumière et des ténèbres, et que pour maintenir l'équilibre et le mouvement du soleil, ils devaient offrir des sacrifices aux dieux. Ces sacrifices, végétaux et, dans certains cas humains, faisaient partie intégrante de leurs rites religieux. Il est important de comprendre que les sacrifices humains, bien qu'ils constituent un aspect choquant de leur culture, n'étaient pas une pratique quotidienne pour la population générale, mais faisaient plutôt partie de rituels et de célébrations importants. La guerre était essentielle pour l'Empire aztèque. Des conflits constants leur permettaient d'étendre leurs possessions, de percevoir le tribut des peuples conquis et de capturer des captifs pour les sacrifices. Les guerriers aztèques étaient bien entraînés et équipés. Ils portaient des armures résistantes en coton, des casques à plumes et utilisaient diverses armes, telles que des épées maquahuitl en obsidienne, des lances et des frondes. Il existait également des ordres militaires, comme l'ordre de l'Aigle et l'ordre du Jaguar, dont les membres atteignaient un statut social élevé. La vie quotidienne à Tenochtitlan était imprégnée de travail et de rituels. La ville était construite sur un réseau de canaux empruntés par des bateaux transportant marchandises et personnes. L'agriculture était le pilier de l'économie. Les Aztèques développèrent un système agricole unique appelé chinampas, des jardins flottants créés sur des îles artificielles. Cela leur permit de produire d'abondantes récoltes de maïs, de haricots, de courges, de piments et d'autres cultures. Le maïs était l'aliment de base, utilisé pour la confection de tortillas et de porrages. Les marchés de la ville offraient un large éventail de produits, allant de la nourriture et de l'artisanat aux plumes exotiques et aux pierres précieuses. Les artisans étaient réputés pour leur savoir-faire dans le travail de l'or, de l'argent et du jade, ainsi que pour la création de magnifiques céramiques. L'éducation était également un aspect important de la société aztèque. Il existait deux écoles principales. Calmecac, où les enfants de nobles étaient inscrits et formés pour devenir prêtres, érudits et chefs militaires, et Tepoc-Cali, où les enfants du peuple recevaient un enseignement sur l'artisanat, l'histoire et la formation militaire. L'Empire aztèque atteignit son apogée au début du XVIe siècle. Cependant, sa puissance fut minée par des conflits internes et des menaces extérieures. En 1519, le conquistador espagnol Hernán Cortés arriva au Mexique. Exploitant les tensions entre les Aztèques et les peuples conquis, ainsi que leur supériorité en armement et en tactique, les Espagnols, avec le soutien de leurs alliés amérindiens, réussirent à assiéger et à prendre Tenochtitlan. La chute de la capitale marqua la fin de l'Empire aztèque, mais leur culture, leur langue et leurs traditions marquèrent profondément l'histoire du Mexique et perdurèrent au sein de son peuple. Nous poursuivons notre voyage à travers l'Amérique ancienne, à la découverte de ces fascinantes civilisations. Après avoir rencontré les majestueux Aztèques, notre attention se porte vers le sud, vers les terres fertiles de l'Amérique du Sud, où des cultures uniques ont émergé dans la cordillère des Andes, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire.
Ici, entre sommets majestueux et vallées profondes, des cultures comme Nazca et Chavin ont prospéré. La culture Nazca, mondialement connue pour ses géoglyphes énigmatiques, s'est épanouie sur la côte sud du Pérou actuel du 1er siècle avant Jésus. Au 8e siècle de notre ère environ. Ces peuples étaient d'habiles agriculteurs qui maîtrisaient un système d'irrigation complexe pour irriguer les terres arides. Ils construisirent des canaux et des aqueducs, les enfouissant sous terre pour minimiser l'évaporation. Ces structures hydrauliques étonnent encore aujourd'hui par leur ingéniosité technique. La vie quotidienne des Nazca était étroitement liée au cycle de la nature et à leur compréhension du cosmos. Ils cultivaient le maïs, les haricots, les courges et les pommes de terre qui devinrent l'un des principaux aliments de base d'Amérique du Sud. Ce sont pourtant les géoglyphes de Nazca qui ont fait la renommée mondiale de cette culture. Sur des vastes étendues de plaines désertiques, en retirant la couche superficielle de pierre, les Nazca ont créé des images gigantesques d'animaux, d'oiseaux, d'insectes et de figures géométriques. Parmi les plus célèbres figurent des colibris, des singes, des araignées, des lézards et des aigles. Ces lignes, visibles uniquement de très haut, suscitent encore aujourd'hui l'admiration et de nombreuses interrogations. Leur fonction reste sujette à débat. S'agissait-il de calendriers astronomiques, de chemins rituels ou de messages aux dieux? Des découvertes archéologiques telles que des poteries aux motifs éclatants et des textiles complexes témoignent du haut niveau d'artisanat des Nazca. Leurs poteries sont souvent décorées d'images de personnes, d'animaux et de créatures mythologiques, révélant leurs croyances religieuses et leur vision du monde. La culture de Chavin s'est développée d'une manière totalement différente, mais tout aussi impressionnante. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes civilisations des Andes, exerçant une profonde influence sur les cultures ultérieures de la région. Le centre de la culture de Chavin, qui a existé d'environ 1500 avant Jésus-Christ au IIIe siècle avant Jésus-Christ, était le magnifique complexe cérémoniel de Chavin de Huántar, situé dans les Andes péruviennes. Ce site était un centre spirituel et culturel, attirant des pèlerins de toute la région. L'architecture de Chavin de Huántar est saisissante par sa monumentalité et sa complexité. La structure principale, connue sous le nom de Vieux Temple, est un système complexe de structures en pierre, de tunnels et de galeries. Des stèles et des obélisques de pierre ornés de sculptures complexes ont été découverts dans le complexe. L'artefact le plus célèbre est Las Llantas, une stèle de pierre représentant une créature anthropomorphe aux traits de jaguar et de serpent, témoignant de la complexité de leur mythologie et de leur symbolisme. Les cultes religieux des Chavins étaient centrés sur la vénération de puissantes divinités, souvent associées aux forces de la nature, telles que le jaguar, le serpent et l'aigle. Ces images imprègnent tous les aspects de leur art. Le jaguar, symbole de force et de puissance, est fréquemment représenté dans les sculptures et les céramiques. L'art des Chavins se distingue par sa précision et son symbolisme, et a profondément influencé les cultures indines ultérieures, notamment les Mochicas, les Nazca et l'Empire Inca. Des échos de leurs styles artistiques et de leurs motifs religieux se retrouvent dans les œuvres de leurs successeurs, témoignant de la continuité de la tradition culturelle indine. Le peuple Chavin vivait dans de petits villages, pratiquant l'agriculture et l'élevage. Ils cultivaient le maïs, la pomme de terre et le quinoa. Leur société était probablement hiérarchisée, avec une élite sacerdotale jouant un rôle clé dans la gouvernance et les cérémonies religieuses.
Les objets découverts, tels que des bijoux en or et des céramiques, témoignent d'un artisanat et de liens commerciaux développés. Ces premières cultures andines, les Nazca et les Chavines, témoignent de la remarquable capacité des humains à s'adapter à des conditions naturelles difficiles et à créer des systèmes sociaux et spirituels complexes. Leurs réalisations en ingénierie, en art et en croyances religieuses ont jeté les bases du développement des grands empires qui allaient suivre dans cette région fertile et mystérieuse. Elles témoignent de l'enracinement profond des traditions et des croyances qui ont façonné le paysage unique de la civilisation sud-américaine. L'Empire Inca, connu de ses sujets sous le nom de Tawantinsuyu, signifiant « 4 régions », apparaît comme l'une des plus grandes créations de l'Amérique précolombienne. Il s'étendait le long des majestueuses Andes de l'équateur actuel au centre du Chili, englobant des territoires d'une incroyable diversité de climats et de paysages. C'était un État bâti sur de solides fondations d'organisation, d'ingénierie et d'une profonde spiritualité, où le concept même d'empire acquit des caractéristiques uniques. Le cœur et la capitale de ce vaste empire était la ville de Cusco, située dans la vallée sacrée. Les Incas l'appelaient le nombril de la terre, le centre de l'univers. Cusco n'était pas seulement un centre administratif, mais aussi un centre spirituel, un point de convergence des 4 régions. Ces murs de pierre, construits d'énormes blocs parfaitement ajustés, captivent encore l'imagination. La maîtrise de la taille de pierre des Incas atteignait des sommets inégalés, car ils pouvaient travailler le granit et le basalte avec une telle précision qu'il était impossible d'insérer la moindre lame de couteau entre les dalles. L'Empire Inca reposait sur le principe d'une gouvernance centralisée, respectueuse des traditions et coutumes locales. À sa tête se trouvait Sapa Inca, le souverain suprême considéré comme le fils du dieu soleil Inti. Son pouvoir était absolu, mais il régnait grâce à un système bureaucratique complexe. Le pays était divisé en 4 provinces, chacune dotée de son propre vice-roi. L'administration était assurée par un réseau de fonctionnaires chargés de la collecte des impôts, de l'application de la loi et du maintien de l'ordre. L'un des aspects les plus impressionnants de l'Empire Inca était son réseau routier. Un vaste réseau de routes pavées, appelé Capacñan, s'étendait sur des milliers de kilomètres, reliant les recoins les plus reculés du Tawantinsuyu. Ces routes n'étaient pas seulement des voies de communication, mais aussi un symbole de l'unité de l'Empire. Elles permettaient le déplacement rapide des troupes, la livraison des marchandises et le maintien des communications entre la capitale et les provinces. Des auberges étaient situées le long des routes où les voyageurs pouvaient se reposer et se ravitailler. Les chasquis, messagers qui, tel un relais, transportaient des messages sur de vastes distances, jouaient un rôle essentiel dans le maintien des communications. L'agriculture était le fondement de l'économie de l'Empire. Les Incas étaient des agriculteurs expérimentés qui adaptaient leurs méthodes aux conditions difficiles des hauts plateaux. Pour cultiver les pentes des montagnes, ils créèrent un système complexe de terrasses. Ces terrasses en pierre permettaient non seulement d'augmenter la superficie des terres arables, mais aussi de prévenir l'érosion des sols et d'optimiser l'utilisation de l'eau. Les principales cultures étaient le maïs, la pomme de terre, le quinoa et les haricots. La pomme de terre, domestiquée dans les Andes bien avant les Incas, devint un aliment de base vital, assurant la survie de la population en toutes circonstances.
Les Incas développèrent également des techniques d'irrigation avancées, construisant des canaux et des aqueducs pour alimenter les champs en eau. La structure sociale inca était strictement hiérarchique. Au sommet se trouvait le Sapa inca et sa famille. En dessous se trouvait la noblesse, qui occupait d'importants postes administratifs et militaires. Viennent ensuite les prêtres, les artisans et les marchands. La majeure partie de la population était composée de paysans vivant en communauté appelées ayllus. Chaque ayllu possédait ses propres terres, qu'il cultivait collectivement. Les Incas n'utilisaient pas l'argent tel que nous le connaissons. Ils s'appuyaient plutôt sur un système de troc et de service de main-d'œuvre. Chaque membre de la communauté était tenu de travailler un certain temps sur des projets de travaux publics, qu'il s'agisse de construire des routes, des temples ou de cultiver des terres appartenant à l'État ou au clergé. La religion jouait un rôle central dans la vie des Incas. Ils vénéraient de nombreux dieux, mais les plus importants étaient Inti, le dieu du soleil, et Viracocha, le dieu créateur. Inti était considéré comme l'ancêtre du Sapa Inca, ce qui lui conférait un statut sacré. Des temples dédiés aux dieux furent construits dans tout l'Empire, et des prêtres y servaient, accomplissant des rituels et des sacrifices complexes. Bien que les sacrifices humains n'étaient pas aussi répandus que dans d'autres cultures, ils avaient lieu lors d'occasions spéciales, comme lors de cérémonies importantes ou de catastrophes naturelles. Les Incas étaient également d'habiles forgerons, notamment l'or et l'argent. Ces métaux avaient davantage de valeur religieuse et symbolique qu'économique. L'or était considéré comme la sueur du soleil et l'argent comme les larmes de la lune. Il servait à fabriquer des bijoux raffinés, des objets rituels et des images des dieux conservées dans les temples. La vie quotidienne de la plupart des Incas était étroitement liée à l'agriculture et aux affaires communautaires. Ils vivaient dans des maisons simples, construites en pierre ou en argile selon la région. Leur alimentation se composait principalement de maïs, de pommes de terre, de légumes et, occasionnellement, de viande de lama ou d'alpaga. Les vêtements étaient confectionnés en laine de lama et d'alpaga. La vie était mesurée, soumise au cycle de la nature et aux responsabilités communautaires. La gouvernance de l'Empire, malgré son efficacité, présentait des faiblesses. Le mécontentement dans les régions conquises, les conflits internes et l'affaiblissement de l'autorité centrale suite à la mort du grand souverain Pachacútec, puis de son fils Tupac Inca Yupanqui, préparèrent le terrain à de futurs bouleversements. C'est durant cette période d'instabilité interne, alors que l'Empire était affaibli par la guerre civile entre les frères Atahualpa et Huáscar, que les premiers navires européens apparurent à l'horizon. L'Empire Inca, avec son organisation remarquable, son ingénierie impressionnante et sa profonde spiritualité, a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Son héritage perdure dans les ruines de cités majestueuses, dans les cultures en terrasse, dans l'art et dans la mémoire des peuples andins. Il témoigne de la capacité du génie humain, en harmonie avec la nature, à créer des sociétés d'une complexité et d'une beauté étonnantes. Après avoir exploré la grandeur de l'Empire Inca, dont les champs en terrasse et les cités de pierre suscitent encore l'admiration, notre récit se poursuit vers le nord, en direction des vastes et diverses terres d'Amérique du Nord. Ce continent, aussi vaste et diversifié que ses voisins du Sud, abritait une multitude de peuples autochtones, chacun ayant tracé sa propre voie, s'adaptant à des conditions naturelles variées.
Ici, sur des étendues s'étendant de la toundra arctique aux déserts ensoleillés et aux forêts denses, se sont développées des cultures dont les réalisations, si elles ne sont peut-être pas toujours aussi monumentales que celles des civilisations du Sud, n'en furent pas moins importantes pour la compréhension de l'histoire humaine. L'histoire du peuplement de l'Amérique du Nord, comme celle de tout le continent, commence par de longues migrations. On pense que les premiers peuples sont arrivés d'Asie, traversant le pont terrestre de Bering qui reliait autrefois les deux continents. Cela s'est produit il y a des dizaines de milliers d'années, à une époque où les glaciers recouvraient une grande partie de la planète. Ces premiers colons, ancêtres de tous les Amérindiens, étaient d'habiles chasseurs-cueilleurs. Ils se déplaçaient lentement, conquérant progressivement de nouveaux territoires, suivant des troupeaux d'animaux et recherchant de nouvelles sources de nourriture. La période dite paléo-indienne s'étend de l'arrivée des premiers humains jusqu'à environ 10 000 avant notre ère. Le monde était alors profondément transformé. Le climat changeait progressivement, les glaciers reculaient et le paysage se transformait. Les peuples de cette période vivaient en petits groupes mobiles. Leur vie était étroitement liée à la nature, au cycle des saisons et aux migrations animales. Leur principale occupation était la chasse au gros gibier, comme le mammouth et le bison, et la cueillette de plantes sauvages, de baies et de racines. L'un des complexes archéologiques les plus célèbres de cette période est la culture Clovis. Cette culture tire son nom de la ville de Clovis, au Nouveau-Mexique, où des pointes de flèches et de lances en pierre caractéristiques ont été découvertes pour la première fois. Ces pointes, avec leurs rainures caractéristiques qui permettaient une meilleure fixation à la hampe, témoignent de l'habileté et du savoir-faire des anciens chasseurs. Le peuple Clovis était largement réparti en Amérique du Nord, témoignant de sa grande adaptabilité et de sa capacité à explorer de nouvelles terres. Il utilisait également d'autres outils, des grattoirs pour traiter les peaux et des couteaux pour dépecer le gibier. La vie était difficile, mais ce peuple a trouvé le moyen de survivre et de prospérer dans des conditions difficiles. Au fil du temps, avec le changement climatique et l'extinction de la grande mégafaune, le mode de vie des anciens chasseurs a évolué. Une transition vers des formes plus diversifiées d'acquisition de nourriture s'est amorcée. Il y a environ 10 000 ans, durant la période que les archéologues appellent la période archaïque, les humains ont commencé à exploiter activement de nouvelles ressources. Ils se sont davantage concentrés sur la pêche, la cueillette de petits animaux et la diversification des végétaux. Ce fut un processus long et progressif qui a posé les bases des transformations culturelles futures. Vers 5000 avant notre ère, et même plus tôt dans certaines régions, débuta l'une des étapes les plus importantes de l'histoire humaine, l'émergence de l'agriculture. Ce processus, communément appelé la révolution néolithique, se produisit également en Amérique du Nord, bien qu'un peu plus tard qu'au Moyen-Orient. Les populations commencèrent à cultiver des plantes sauvages, sélectionnant et multipliant progressivement de nouvelles variétés. Parmi les premières cultures domestiquées, qui devinrent des aliments de base de nombreux peuples nord-américains, figuraient le maïs, les haricots et les courges. Ces plantes, appelées les trois sœurs, constituaient la base de l'alimentation et facilitaient un mode de vie sédentaire. L'avènement de l'agriculture a profondément marqué la vie humaine. Disposant désormais d'une source de nourriture fiable, les populations pouvaient se sédentariser. Cela a conduit à l'émergence d'établissements permanents, au développement de nouvelles technologies comme la céramique et à une structure sociale plus complexe. Progressivement, des communautés plus importantes ont commencé à se former.
Des habitations plus durables ont été construites et des liens commerciaux se sont développés. La vie est devenue moins dépendante des déplacements constants, permettant l'accumulation et la transmission des connaissances de génération en génération. Tandis que de grandes civilisations, telles que les Olmèques, les Mayas et les Aztèques, prospéraient en Mésoamérique, l'Amérique du Nord a suivi une voie unique. Aucun empire aussi vaste que celui des Incas ou des Aztèques n'y a émergé. Au contraire, l'Amérique du Nord se distinguait par une diversité culturelle remarquable. Sur de vastes territoires, des grandes plaines, au désert du sud-ouest et aux forêts de l'est, une multitude de tribus et de peuples coexistaient, chacun possédant ses propres traditions, langues et structures sociales. Dans l'est de l'Amérique du Nord, sur ce qui est aujourd'hui les États-Unis et le Canada, des cultures dites archaïques se sont développées. Ces cultures, qui ont perduré pendant des millénaires, ont démontré une remarquable capacité d'adaptation aux conditions locales. Sur les côtes atlantiques et pacifiques, les populations exploitaient activement les ressources marines, se livraient à la pêche et à la cueillette de coquillages. À l'intérieur des terres, dans les forêts, elles chassaient le cerf, les oiseaux et les petits animaux, et cueillaient des céréales et des baies sauvages. Leurs outils étaient variés, haches de pierre, lances, filets et pièges. La vie était mesurée, mais elle exigeait une ingéniosité constante et une compréhension approfondie de l'environnement. Les cultures de tumulus et l'agriculture aride occupent une place particulière dans l'histoire nord-américaine. L'une des plus impressionnantes est la culture mississippienne, qui s'est épanouie entre 1900 et 1500 après Jésus environ. Le centre de cette culture était la ville de Cahokia, située près de l'actuel Saint-Louis. Cahokia était une ville immense, dont la population aurait atteint jusqu'à 20 000 habitants. Une caractéristique essentielle des Mississippiens était la construction de tumulus monumentaux en terre, dont beaucoup étaient de forme pyramidale. Des temples et des résidences royales étaient érigés au sommet de ces tumulus. Les Mississippiens étaient d'habiles agriculteurs, cultivant le maïs, les haricots et les courges, et pratiquant également le commerce, diffusant leurs biens et leur influence sur de vastes territoires. Leur organisation sociale était complexe, avec une hiérarchie bien définie. Parallèlement, dans le sud-ouest des États-Unis actuels, d'autres cultures uniques se sont développées dans les conditions arides du désert. Parmi elles, les Hohokam, les Mogolons et les Anasazi. La culture Hohokam, présente dans ce qui est aujourd'hui l'Arizona, est connue pour ses systèmes d'irrigation complexes qui lui ont permis de cultiver le désert. Ils ont construit des canaux dont les dimensions sont encore impressionnantes. La culture Mogolon s'est également développée dans le sud-ouest. Ces implantations étaient plus petites, mais elles pratiquaient également l'agriculture et produisaient de magnifiques poteries. La culture la plus célèbre est sans doute celle des Anasazi, qui signifie « ancien » en navajo. Ils prospérèrent dans les régions actuelles du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, du Colorado et de l'Utah. Les Anasazi étaient connus pour leurs impressionnants villages perchés à flanc de falaise, surnommés « duels de falaise ». Ces habitations en pierre à plusieurs étages, nichées dans des creux rocheux naturels, servaient d'abri et de foyer. Mesa Verde en est un exemple célèbre. Les Anasazi étaient également d'habiles agriculteurs, cultivant le maïs, les haricots et les courges, ainsi que la chasse et la cueillette. Ils possédaient des compétences avancées en construction et produisaient des poteries et des textiles raffinés. Leur structure sociale était complexe, avec des centres cérémoniels appelés kivas.
Vers le XIVe siècle de notre ère, pour des raisons encore obscures, de nombreux villages Anasazi furent abandonnés, un fait qui fait toujours l'objet de recherches scientifiques. Passons maintenant aux Grandes Plaines et au nord-ouest. Ces vastes territoires, avec leurs prairies infinies et leurs forêts denses, abritaient des peuples dont la vie était étroitement liée à la nature. Dans les Grandes Plaines, où des millions de bisons parcouraient les terres avant l'arrivée des Européens, de nombreuses tribus menaient un mode de vie nomade, entièrement dépendante de ces puissants animaux. Le bison leur fournissait nourriture, vêtements, abris et outils. Ces peuples vivaient au rythme de leurs troupeaux. C'étaient d'habiles chasseurs, maniant la lance et l'arc, et ils développaient des méthodes sophistiquées pour rassembler les bisons. Dans le nord-ouest, où la nature était plus abondante, les peuples autochtones pouvaient se permettre un mode de vie plus sédentaire. Ici, sur la côte pacifique, où l'abondance de poissons, de vie marine et de ressources forestières assurait une existence relativement stable, des sociétés complexes se sont développées. Ces peuples étaient réputés pour leur art, notamment la sculpture sur bois. Ils fabriquaient de majestueux totems en cèdre et décoraient leurs habitations et leurs bateaux. Leur structure sociale était souvent hiérarchique, avec des systèmes développés d'héritage du statut et de la richesse. La distribution des ressources, surtout sur les côtes, était si abondante que certains groupes accumulaient d'importantes richesses et organisaient des cérémonies complexes, comme les potlatches, des fêtes rituelles où l'hôte donnait ou détruisait ses biens pour rehausser son statut social. Il est important de noter que toutes ces cultures, malgré leur diversité, partageaient des traits communs. Elles possédaient toutes une compréhension profonde de la nature, développaient des croyances spirituelles complexes et entretenaient des liens étroits avec leurs ancêtres et la terre. Leur mode de vie était fondé sur des principes d'harmonie et de respect du monde naturel. Elles ont développé des technologies uniques, créé des œuvres d'art qui suscitent encore l'admiration, et bâti des sociétés adaptées à une grande variété de conditions. En résumé, avant l'arrivée des Européens, l'Amérique du Nord était une mosaïque de cultures diverses, chacune ayant apporté sa contribution unique à l'histoire humaine. Des bâtisseurs de tertres aux agriculteurs du désert, des chasseurs des plaines aux sculpteurs sur bois, ces peuples ont créé une civilisation riche et complexe qui a perduré pendant des millénaires. Leur réalisation, leur mode de vie, leur spiritualité, tout cela fait partie intégrante de notre passé commun. L'étude de ces cultures nous permet de mieux comprendre non seulement l'histoire de l'Amérique, mais aussi la nature même du génie humain. Sa capacité à s'adapter, à créer et à trouver l'harmonie avec le monde. Cet héritage perdure, nous rappelons la complexité de l'expérience humaine et l'importance de préserver la diversité culturelle. Nous poursuivons notre voyage à travers l'Amérique précolombienne, explorant la diversité des cultures qui ont prospéré sur ce continent bien avant l'arrivée des Européens. Dans les parties précédentes, nous avons évoqué les grandes civilisations de Mésoamérique et d'Amérique du Sud, des peuples qui ont laissé derrière eux des cités grandioses et des structures sociales complexes. Notre voyage nous mène maintenant vers le nord, en Amérique du Nord, où nous découvrirons une autre étonnante mosaïque de cultures, chacune s'adaptant à son environnement à sa manière et développant ses propres traditions. Aujourd'hui, nous explorerons l'univers de deux complexes culturels dynamiques et importants, les cultures mississippiennes et Pueblo. À cette époque, des sociétés vastes mais tout aussi impressionnantes ont émergé et prospéré sur les vastes territoires des États-Unis et du Canada actuel. Nous explorerons ceux qui ont construit d'immenses ouvrages de terrassement et ceux qui ont maîtrisé avec brio la vie dans les déserts arides. Commençons par la culture mississippienne.
Il s'agit de l'une des sociétés précolombiennes les plus importantes, apparue vers 1705 et qui a perduré jusqu'en 1550. Le centre de cette culture était la majestueuse Cahokia, située près de l'actuel Saint-Louis dans l'Illinois. Cahokia n'était pas seulement une ville, mais une véritable métropole de son époque, l'une des plus grandes colonies au nord du Mexique. À son apogée, vers 1105-1200, Cahokia comptait peut-être entre 10 et 20 000 habitants, voire plus. C'était un chiffre considérable pour l'Amérique du Nord de l'époque. Un élément clé de la culture mississippienne était la construction de tumulus monumentaux en terre. Ces tumulus, construits à la main, avaient des fonctions diverses. Certains étaient funéraires, d'autres des plateformes cérémonielles pour les temples et les chefs. Le tumulus le plus célèbre de Cahokia, surnommé le tumulus du moine, est l'une des plus grandes structures en terre des Amériques. Sa base s'étend sur plus de 14 acres et culmine à plus de 30 mètres. Imaginez les milliers de personnes qui ont travaillé dur pour créer des structures aussi colossales, déplaçant des millions de mètres cubes de terre. La vie à Cahokia et dans d'autres colonies mississippiennes était étroitement liée à l'agriculture. Les principales cultures étaient le maïs, les haricots et les courges, la triade agricole, qui assurait une alimentation stable. L'agriculture permettait l'accumulation de surplus alimentaires, ce qui, à son tour, soutenait la croissance démographique et le développement de structures sociales complexes. La société mississippienne était hiérarchisée. Les chefs et les prêtres exerçaient un pouvoir considérable au sommet. Les artisans, les marchands et les agriculteurs se trouvaient en dessous. Le commerce jouait un rôle essentiel dans la vie des Mississippiens. Ils entretenaient de vastes réseaux commerciaux qui s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Des fleuves comme le Mississippi transportaient des marchandises entre les colonies. Ils échangeaient coquillages, cuivre, obsidienne et autres matériaux précieux. Cela témoigne d'un système d'échange sophistiqué et du fait que ces cultures n'étaient pas isolées. Tournons maintenant notre regard vers le sud-ouest, où les cultures pueblo ont prospéré dans les terres arides du désert. Ces cultures, comme les Hohokam, les Mogolons et les Anasazi, font preuve d'une remarquable capacité d'adaptation aux conditions difficiles et de création de peuplements durables. La culture Hohokam, qui a existé d'environ 350 à 1450 de notre ère, était concentrée dans ce qui est aujourd'hui l'Arizona. Les Hohokam étaient d'éminents ingénieurs, notamment dans le domaine de l'irrigation. Ils ont construit un vaste réseau de canaux long de plusieurs centaines de kilomètres pour irriguer leurs champs et cultiver du maïs, des haricots et des courges dans le désert. Ces canaux creusés à la main témoignent d'une profonde compréhension de l'hydrologie et d'une capacité à organiser des travaux publics de grande envergure. Leurs habitations étaient souvent constituées de pirogues et de maisons en adobe. La culture mogolon, qui a existé de 250 à 1400 environ, était située dans le sud de l'Arizona et au Nouveau-Mexique. Les Mogolons pratiquaient également l'agriculture, mais leur architecture différait de celle des Hohokam. Ils construisaient des habitations creusées dans le sol avec des plafonds en bois. Leur poterie était réputée pour sa qualité et ses magnifiques motifs, souvent ornés d'animaux et de formes géométriques. La culture pueblo la plus célèbre est sans doute celle des Anasazi, qui signifie « ancien » en navajo. Les Anasazis ont existé du 1er siècle de notre ère à 1350 environ et ont laissé des traces impressionnantes de leur existence. Leur peuplement se divise en plusieurs stades de développement.
Au début, ils vivaient dans des maisons en terre, puis se sont tournés vers la construction d'habitations plus complexes. Une place particulière dans le patrimoine anasazi est occupée par les pueblos, des structures de pierre ou d'adobe à plusieurs étages, souvent situées au sommet de falaises ou dans des alcôves naturelles. Ces structures, construites en pierre et en argile soigneusement taillées, sont remarquables par leur architecture et leur ingénierie. Mesa Verde, dans le Colorado, en est un parfait exemple. Des villes entières à flanc de falaise ont été préservées. Ces habitations offraient une protection contre les éléments et les ennemis. La vie quotidienne des Anasazi, comme celle des autres peuples pueblos, était étroitement liée au cycle de la nature et de l'agriculture. Ils cultivaient le maïs, les haricots et les courges et pratiquaient également la chasse et la cueillette. Leur société était organisée en communautés, où les liens familiaux et les traditions jouaient un rôle important. La vie spirituelle était également très développée. Ils vénéraient les forces de la nature et pratiquaient des rituels complexes liés à l'agriculture et au cycle de la vie. Il est important de noter que ces cultures n'existaient pas de manière isolée. Malgré leurs différences géographiques, elles entretenaient des liens commerciaux et culturels. Par exemple, les Anasazi se procuraient du cuivre et d'autres matériaux auprès des peuples voisins, tandis que leur céramique et leur turquoise étaient recherchées dans d'autres régions. À la fin de l'an 1350, nombre de ces colonies furent abandonnées. Les raisons de ce départ font encore débat parmi les spécialistes. Il était probablement dû à une combinaison de facteurs, sécheresse prolongée, épuisement des ressources, conflits sociaux ou une combinaison des trois. Cependant, l'héritage de ces cultures perdure. Leurs colonies, leur art, leurs méthodes agricoles, tout cela constitue une part importante de l'histoire américaine. Les cultures mississippiennes et pueblo, chacune à leur manière, témoignent de la remarquable capacité humaine à s'adapter à des conditions diverses, à créer des sociétés complexes et à réaliser des prouesses architecturales, techniques et d'organisation de la vie. Elles nous ont laissé non seulement des ruines, mais aussi les témoignages d'une profonde compréhension du monde, d'un travail acharné et d'une ingéniosité remarquable. Leur étude nous permet d'approfondir notre compréhension des multiples facettes de l'histoire humaine et des diverses expressions du génie humain. Alors que nous abordons le prochain chapitre de notre voyage à travers l'histoire américaine, nous nous dirigeons vers les vastes et diverses terres des Grandes Plaines et du Nord-Ouest. Ces régions, si différentes des forêts luxuriantes de l'Est ou des déserts arides du Sud-Ouest, ont façonné des cultures uniques dont la vie était intimement liée au rythme de la nature et aux formidables opportunités qu'elle offrait. Les Grandes Plaines, qui s'étendaient des Rocheuses à l'ouest jusqu'au Mississippi à l'est, étaient une vaste étendue de prairies. Des millénaires avant l'arrivée des Européens, y vivaient des peuples dont la vie était largement déterminée par les migrations de gigantesques troupeaux de bisons. Le bison, ou bison d'Amérique, était bien plus qu'une simple source de nourriture. Il fournissait tout le nécessaire à la survie, de la viande pour se nourrir, des peaux pour se vêtir et s'abriter, des os et des cornes pour la fabrication d'outils et de bijoux. Le mode de vie de ces chasseurs-cueilleurs était essentiellement nomade. Ils suivaient les troupeaux de bisons et se déplaçaient à travers les plaines à la recherche de meilleurs pâturages pour les animaux et, par conséquent, d'un gibier plus abondant. Les habitations de ces groupes étaient souvent mobiles pour faciliter les déplacements. L'un des types d'habitations les plus connus était le tipi. De grandes tentes coniques faites de peaux de bison tendues sur une armature de longs poteaux. Ces tipis étaient remarquablement bien adaptés aux conditions des plaines. Ils offraient une protection contre les vents violents, la chaleur estivale et le froid hivernal et étaient faciles à monter et à démonter.
La vie dans de telles conditions exigeait une compréhension approfondie de la nature, la capacité à lire les traces des animaux, à prédire la météo et à travailler efficacement en équipe. La chasse au bison était dangereuse mais vitale. Les chasseurs utilisaient des lances, des arcs et des flèches, ainsi que des techniques spécialisées pour conduire les troupeaux dans des pièges ou les précipiter du haut des falaises. Une chasse réussie fournissait de la nourriture pendant longtemps, ainsi que des matériaux pour la fabrication de vêtements, de chaussures, d'ustensiles de cuisine et de nombreux autres articles essentiels. La société des Grandes Plaines était généralement organisée en petits groupes mobiles liés par des liens de parenté. Le leadership reposait souvent sur la sagesse, l'expérience et la capacité à assurer le bien-être du groupe. La vie spirituelle était étroitement liée au respect de la nature et du bison. De nombreux rituels et cérémonies visaient à assurer la réussite des chasses, la santé et l'harmonie avec le monde environnant. Les chamans jouaient un rôle important, servant d'intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits. Au nord-ouest du continent, le long de la côte pacifique, s'étendaient des forêts denses et de riches ressources marines. Des cultures uniques s'y sont développées, étroitement liées à la nature, mais dans des conditions totalement différentes. Les peuples du nord-ouest, tels que les Haïda, les Tsumishi, les Kwakiutl et les Nootka, vivaient dans des colonies relativement stables grâce à une nourriture abondante. L'océan était une source abondante de poissons, notamment de saumons, ainsi que de mammifères marins. Les forêts fournissaient du bois pour la construction, la chasse et l'artisanat. Ces peuples étaient réputés pour leur art et leur structure sociale complexe. Ils construisaient de grandes et robustes maisons en bois de cèdre, ornées de mâts totémiques finement sculptés. Les mâts totémiques étaient plus que de simples décorations. Ils symbolisaient l'appartenance à un clan, racontaient des histoires ancestrales et reflétaient le statut social et les croyances spirituelles. L'art du Nord-Ouest se distinguait par ses couleurs vives, ses motifs complexes et ses représentations stylisées d'animaux tels que le corbeau, l'aigle, la baleine et l'ours. La société du Nord-Ouest était hiérarchisée. Chefs et nobles régnaient en maîtres, suivis des hommes libres et, dans certains cas, des esclaves. Des cérémonies comme les potlatches, de grandes fêtes où les chefs affichaient leur richesse et leur générosité en donnant ou en détruisant des objets de valeur pour rehausser leur prestige et leur statut, jouaient un rôle important. Ces cérémonies étaient plus que de simples célébrations, elles servaient de mécanismes de redistribution des richesses et de renforcement des liens sociaux. La pêche, et plus particulièrement la pêche au saumon, était la base de leur économie et de leur mode de vie. Le saumon migrait le long des rivières à des périodes précises de l'année, et sa récolte exigeait une planification et une organisation minutieuse. Le poisson était séché, fumé et traité pour le conserver pendant l'hiver. Outre le poisson, il pêchait des crustacés et des crabes et chassait le cerf et d'autres animaux de la forêt. Il est important de comprendre que ces cultures n'étaient pas statiques. Elles s'adaptaient constamment aux conditions changeantes, développant leur technologie et leur structure sociale. Les peuples des plaines, par exemple, ont finalement adopté les chevaux apportés par les Européens, ce qui a radicalement transformé leur mode de vie, rendant la chasse plus efficace et leur permettant de parcourir de plus grandes distances. Dans le Nord-Ouest, le développement du commerce et de l'artisanat a permis la création de produits exquis, appréciés bien au-delà de leur terre d'origine. Ainsi, les Grandes Plaines et le Nord-Ouest américain offrent deux exemples frappants de la manière dont la diversité des conditions naturelles a façonné des cultures uniques et riches.
Les peuples des plaines, étroitement liés aux bisons, ont développé un mode de vie nomade basé sur la chasse et une connaissance approfondie de l'environnement. De leur côté, les peuples du Nord-Ouest, grâce à l'abondance de leurs ressources marines et forestières, ont développé des sociétés sédentaires, aux structures sociales complexes, à l'art riche et aux traditions cérémonielles développées. Leurs récits témoignent d'adaptations remarquables, d'ingéniosité et d'une coexistence harmonieuse avec la nature, témoignant de la diversité de l'expérience humaine avant l'arrivée des Européens. Les peuples de la côte pacifique de l'Amérique du Nord représentaient une remarquable diversité culturelle, chacune profondément liée à la richesse de son environnement et à ses modes de vie uniques. Ce territoire, qui s'étendait de l'Alaska actuel à la Californie, offrait à ses habitants d'abondantes ressources, leur permettant de développer des sociétés complexes et des traditions uniques. Ici, là où les montagnes rencontrent l'océan et où les forêts denses descendent jusqu'à la côte, la vie était largement déterminée par la générosité de la mer. Le saumon, comme ses homologues des Grandes Plaines, jouait un rôle central. Son arrivée dans les rivières était un événement exigeant une préparation minutieuse et un effort collectif. Le poisson était pêché, transformé et conservé, fournissant de la nourriture pour les mois à venir. Mais le saumon n'était pas la seule source de nourriture de ces peuples. Crustacés, crabes, oiseaux de mer et gibier forestier, cerfs, wapitis et ours constituaient la base de leur régime alimentaire. Il est important de noter que la vie sur la côte pacifique était moins dépendante de l'agriculture que dans d'autres régions des Amériques. L'abondance des ressources naturelles permettait à de nombreux groupes de mener une vie sédentaire sans recourir à l'agriculture à grande échelle. Cela a conduit à la formation de vastes colonies permanentes pouvant perdurer pendant des siècles. L'un des exemples les plus frappants d'une telle société est celui des peuples qui habitaient la côte de la Colombie-Britannique, comme les Haïda, les Tsimshians et les Kwakiutls. Leurs villages, situés près de l'eau, se distinguaient par leurs imposantes maisons construites en cèdre, un matériau durable et facilement disponible. Ces maisons, souvent ornées de sculptures complexes, n'étaient pas seulement des habitations, mais aussi des centres de vie sociale, des lieux de cérémonie et d'entreposage d'objets de valeur. L'art occupait une place particulière dans la culture de ces peuples. La sculpture sur bois atteignit des sommets sans précédent. Les totems, qui ornaient les façades des maisons et des espaces publics, racontaient des histoires familiales, des mythes et des légendes, symboles de statut social et de pouvoir. Ces œuvres d'art monumentales, représentant des animaux totems, aigles, ours, baleines et corbeaux, étaient saisissantes par leurs détails et leur expressivité. Le cèdre était utilisé non seulement pour la construction et la sculpture, mais aussi pour la fabrication de bateaux, de vaisselle, de vêtements et de nombreux autres objets ménagers. La structure sociale de ces sociétés était assez complexe. Elle reposait souvent sur un système de clans et de lignages où le statut était déterminé par la naissance, la richesse et la participation aux cérémonies. Les chefs jouaient un rôle particulier, exerçant pouvoir et autorité, mais leur pouvoir reposait en grande partie sur leur capacité à distribuer les richesses et à organiser des événements publics. L'une des manifestations les plus impressionnantes de l'organisation sociale était le potlatch, une grande fête et cérémonie au cours de laquelle les chefs étalaient leurs richesses en distribuant des cadeaux à leurs invités. Plus qu'une simple célébration, le potlatch était un rituel social complexe qui renforçait les liens entre les clans, affirmant leur statut et leurs droits fonciers ou leurs titres.
Des centaines d'invités pouvaient assister à ces cérémonies, et les cadeaux distribués pouvaient inclure des boiseries précieuses, des tissus, des bijoux et même des objets spécialement fabriqués pour l'occasion. Au sud, en Californie, vivaient d'autres peuples, tels que les Miwoks, les Pomos et les Chumash. Leur mode de vie, lui aussi étroitement lié à l'environnement, présentait des caractéristiques qui lui étaient propres. Ils exploitaient activement les ressources de la mer, récoltant coquillages et poissons, et chassaient et cueillaient des plantes dans les forêts et les vallées. Les Chumash, par exemple, étaient réputés pour leurs canaux de fabrication artisanale, qui leur permettaient de parcourir l'océan et de chercher de la nourriture loin des côtes. Leurs colonies étaient situées le long de la côte et ils développèrent un système commercial complexe, échangeant des marchandises avec les groupes voisins. Les régions intérieures de la côte pacifique, comme l'Oregon et l'État de Washington, étaient également habitées par des peuples divers. Ils exploitaient les ressources forestières, chassaient le gibier et pêchaient en rivière. Nombre d'entre eux pratiquaient également la cueillette de baies, de noix et de racines. Leur organisation sociale et leur art reflétaient les conditions et les traditions locales. Il est important de souligner que ces cultures n'étaient pas isolées. Des réseaux commerciaux développés existaient entre les différents groupes, permettant l'échange de biens, d'idées et de technologies. Par exemple, les objets d'art produits sur la côte pouvaient atteindre l'intérieur des terres, et les matériaux rares extraits de l'intérieur des terres pouvaient atteindre les côtes océaniques. Une attention particulière doit être portée à la manière dont ces peuples interagissaient avec la nature. Leur vie s'intégrait harmonieusement au cycle naturel. Ils comprenaient le flux et le reflux des marais, la migration des animaux et des plantes, et structuraient leur vie en fonction de ces rythmes. Leur connaissance approfondie de l'environnement était transmise de génération en génération. Bien que ces cultures n'aient pas bâti de grandes cités de pierre comme celles de Mésoamérique ou des Andes, leurs réalisations en matière d'organisation sociale, d'art et d'adaptation environnementale n'en furent pas moins significatives. Elles ont créé des sociétés complexes fondées sur une compréhension approfondie du monde qui les entourait et ont laissé derrière elles un riche héritage culturel. Leur art, qu'il s'agisse de sculpture sur bois, de tissage ou de joaillerie, n'était pas simplement décoratif, mais portait aussi une profonde signification symbolique et spirituelle. Il reflétait leur vision du monde, leur lien avec leurs ancêtres et la nature. Ces peuples ont évolué au fil des millénaires, développant progressivement leurs traditions et leur mode de vie unique. Leur histoire est marquée par une adaptation remarquable, une ingéniosité et une coexistence harmonieuse avec la nature. Ils ont appris à tirer le meilleur parti de ce que la terre et la mer leur offraient, créant des sociétés à la fois résilientes et flexibles. Leur mode de vie, fondé sur l'exploitation de ressources naturelles abondantes, leur a permis de développer des structures sociales complexes, un art et des pratiques spirituelles. Ils faisaient preuve d'un profond respect pour le monde naturel, conscients que leur bien-être était inextricablement lié à la santé de l'environnement. Ainsi, la côte pacifique de l'Amérique du Nord était une région d'une incroyable diversité culturelle, chacune unique et distinctive. Ces peuples, vivant en contact étroit avec l'océan, les forêts et les montagnes, ont créé des sociétés remarquables par leur complexité, la richesse de leur art et leur profonde compréhension de la nature. Leur récit constitue une part importante du tissu social de l'Amérique précolombienne, témoignant de la nature multiforme de l'expérience humaine et de sa capacité d'adaptation.
Le monde que nous avons exploré aujourd'hui était celui de contrastes saisissants et d'accomplissements marquants. Nous avons entrepris un voyage à travers les millénaires, observant comment les premiers humains ont posé le pied sur cette terre et comment leurs descendants, étape par étape, ont bâti des civilisations complexes et singulières. Des premiers chasseurs-cueilleurs, dont on retrouve les traces dans les sites antiques, aux empires majestueux qui ont laissé derrière eux des cités de pierre et des systèmes de gouvernance sophistiqués, chaque étape de cette longue histoire est imprégnée de sagesse et d'ingéniosité. Nous avons vu comment la transition vers l'agriculture, commençant par des cultures simples mais essentielles, comme le maïs, les haricots et les courges, a transformé à jamais le mode de vie des peuples. Cela leur a permis de se sédentariser, de construire des colonies permanentes et, plus tard, de magnifiques cités. En Mésoamérique, nous avons rencontré les Olmèques, souvent appelés la mère des civilisations, qui ont posé les bases des cultures suivantes. Leur influence s'est fait sentir dans tous les domaines, de l'art à la compréhension du temps. Puis, les cités-États mayas ont prospéré, nous laissant un système d'écriture mystérieux, des connaissances astronomiques étonnantes et des chefs-d'œuvre architecturaux. Leur héritage continue d'inspirer aujourd'hui. Nous avons également voyagé au cœur du Mexique pour découvrir la puissance de l'Empire aztèque, sa capitale lacustée de Tenochtitlan, son organisation sociale complexe et ses profondes croyances religieuses. Et bien sûr, nous avons voyagé vers le sud, dans les Andes, où des cultures anciennes comme Nazca et Chavin ont laissé leur empreinte unique dans l'art et l'architecture. L'apogée de ce développement fut l'Empire Inca, les Enfants du Soleil, qui créa le vaste empire de Tawantinsuyu, avec ses célèbres routes, son agriculture en terrasse et sa capitale, Cusco. Mais l'Amérique ne se résume pas à de grands empires. Nous avons également exploré la grande diversité des cultures nord-américaines. Des peuples archaïques qui se sont adaptés à des paysages variés, aux bâtisseurs de tumulus du Mississippi qui ont créé des centres comme Cahokia, en passant par les agriculteurs pueblos du désert, comme les Anasasis, les Hohokams et les Mogolons, dont les villes et les villages captivent encore l'imagination. Nous avons vu comment les peuples des Grandes Plaines ont appris à vivre en harmonie avec les bisons et comment les habitants de la côte pacifique ont exploité les richesses de l'océan pour créer des sociétés complexes. Chacune de ces cultures, quelle que soit sa taille ou sa situation géographique, a apporté une contribution unique à la mosaïque de l'Amérique précolombienne. Elles ont développé leur propre système de croyances, leur propre forme d'art et leur propre façon d'interagir avec le monde naturel. Elles ont fait preuve d'une adaptabilité, d'une ingéniosité et d'une compréhension profonde de l'environnement remarquables. Leurs réalisations en architecture, en astronomie, en mathématiques et en organisation sociale ont été significatives et singulières. Il est important de rappeler que ces peuples ont vécu selon leurs propres lois, créant des cultures riches et diversifiées bien avant que leur monde n'entre en collision avec celui des Européens. Leur histoire est celle du génie humain, de la résilience et de la quête du savoir. Ils nous ont laissé non seulement des preuves matérielles de leur existence, mais aussi un héritage spirituel qui perdure chez leurs descendants et dans leur territoire. Ce patrimoine est bien plus qu'un simple recueil de découvertes archéologiques ou de faits historiques. Il témoigne de ce dont l'humanité est capable lorsqu'elle vit en harmonie avec la nature, lorsqu'elle valorise le savoir et les traditions, et lorsqu'elle s'efforce de créer des sociétés durables et harmonieuses.
C'est l'histoire de la façon dont les hommes ont trouvé des moyens de vivre, de prospérer et de laisser leur empreinte sur cette terre au fil des millénaires. C'est précisément ce monde riche et multiforme que les Européens allaient découvrir, un monde imprégné de traditions ancestrales, de structures sociales complexes et d'une profonde compréhension de la nature. Un monde qui avait déjà atteint des sommets de développement. L'étude de cette période nous permet de considérer l'Amérique non seulement comme un nouveau continent, mais comme une terre riche d'une histoire millénaire, peuplée de peuples dont les réalisations méritent notre plus profond respect et notre plus grande attention. Que ce voyage dans le temps vous apporte paix et compréhension. Qu'il vous rappelle l'infinie diversité de l'expérience humaine et tout ce que nous pouvons apprendre en écoutant les récits du passé. L'histoire de l'Amérique précolombienne est celle de la résilience, de l'ingéniosité et d'un lien profond avec le monde. C'est une histoire qui touche à sa fin, mais son héritage perdure, nous rappelant la grandeur de l'esprit humain.